Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue sur les antennes de For You Télévision dans le cadre de votre programme, le grand débat économique de ce jour. Aujourd'hui, on parlera de crypto-monnaies, notamment le développement économique de l'Afrique. Quel peut être l'apport de la crypto-monnaie? L'intérêt pour la crypto-monnaie, une forme de monnaie virtuelle, ne cesse de croître en Afrique et certains économistes estiment que cette innovation révolutionnaire a toutes ses chances sur le continent africain. Parmi les principales marques mondiales de crypto-monnaie, on compte le Bitcoin, le Litecoin, XRP, Dashlight et Moreno. Le Bitcoin, né en 2009 par une personne ou un groupe de personnes surnommé Satoshi Nakamoto, arrive en tête en Afrique. Les investisseurs espéraient qu'il deviendra le nouveau mode de transaction financière à l'ère numérique. Aujourd'hui, quand on parle des plus grands marchés pour la crypto-monnaie, l'Afrique est peu mentionnée. Cependant, il est possible qu'elle prenne le pas sur d'autres marchés. Les citoyens des pays frappés par une forte inflation sont susceptibles d'adopter la crypto-monnaie car les crypto-monnaies fondées sur un principe de décentralisation offrent une alternative aux politiques désastreuses des banques centrales. Par exemple, le taux d'inflation du Soudan fut de 102% entre septembre 2016 et septembre 2017, selon la Banque mondiale. D'autres pays comme l'Égypte, le Ghana, le Nigeria, la Zambie, le Malawi et le Zimbabwe possèdent des taux d'inflation à 2 chiffres. Il n'est donc pas surprenant que ces pays utilisent le Bitcoin. En Afrique sont le Botswana, le Ghana, le Kenya, le Nigeria, l'Afrique du Sud et le Zimbabwe, selon GoBitcoin, IOS, un site d'information sur le Bitcoin en Afrique. Alors, quel peut être l'apport de la crypto-monnaie dans le développement économique de l'Afrique? Mesdames, Messieurs, une fois de plus, bonsoir et merci d'être avec nous. Je vous l'ai dit tout à l'heure, on parlera de crypto-monnaie aujourd'hui et je ne suis pas seule. Mes invités m'ont déjà rejoint sur ce plateau. On va commencer par vous, Docteur Ndouma. Vous êtes économiste. C'est un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Bonsoir. Bonsoir, Madame Moto. Merci pour cette invitation. C'est un plaisir de pouvoir partager votre plateau, le débat économique, de pouvoir apporter ma modeste contribution, n'est-ce pas, au développement de ce continent que nous aimons tant. Je dis bonsoir aux copanélistes que vous allez certainement introduire. Bonsoir surtout aux millions de téléspectateurs de For You Media qui nous font l'honneur de partager avec nous cette gymnastique intellectuelle, mais qui est plutôt transformatrice du continent. Voilà, effectivement. Vous êtes également avec nous, Dr Yantima. Bonsoir. Vous êtes également économiste et merci d'avoir honoré à notre invitation ce soir. Écoutez, c'est un honneur d'être avec des aînés sur le plateau. Merci de m'avoir invité et j'espère que nous allons passer une agréable soirée. Voilà. Je vous le promets dans tous les cas. Alors sans plus tarder, je vais commencer par vous, Docteur Ndouma. C'est la révolution monétaire du moment, l'un des moyens de paiement les plus prisés. Démarrons par le plus évident, c'est quoi la crypto-monnaie? Bon, quand vous me posez la question aussi directement, je vais être tenté de le dire, mais je ne veux pas rater l'occasion de relever que nous parlons de développement économique pour l'Afrique. Effectivement. Ce continent qui nous est cher. Et même avec l'avènement des crypto-monnaies, s'il n'y a pas un certain nombre de facteurs, n'est-ce pas, qui soient revus, nous aurons peut-être encore une autre phase, cette fois-ci digitale, avec les crypto-monnaies qu'on ne pourra pas exploiter. Pourquoi je le dis? Nous sommes dans un système monétaire et financier centralisé. C'est-à-dire que quand on parle des États-Unis, où vous avez des superstructures comme la Banque mondiale et le Fonds monétaire international qui ont été créés
pour protéger le dollar et permettre d'imposer la suprématie, cette fois-là monétaire et financière des États-Unis sur le monde, veiller à ce que le monde soit dollarisé, vous allez vous rendre compte que toutes les autres banques dites centrales sont dépendantes de la banque centrale américaine, qui est dans la réserve fédérale. Parce que la Banque mondiale et le FMI sont deux instruments qui sont autour de cette réserve fédérale, qui, elle, est donc, on va dire, dans le fonctionnement de tout le système monétaire et financier mondial, qui est comme la mère de toutes les banques centrales. C'est-à-dire que cette banque-là impose aux banques centrales de tous les différents pays, y compris la Banque centrale européenne, de pouvoir fonctionner comme les intérêts des États-Unis l'exigent. Et à partir de ce moment-là, vous pouvez imaginer que les pays comme les nôtres, qui n'ont pas de banque centrale, quand je prends par exemple la CEMAC, qui a une BEAC, qui ne s'appelle d'ailleurs pas banque centrale, mais qui n'est pas une banque centrale non plus, ont plus de difficultés avec ce système sur lequel on devait s'appuyer pour parler du développement économique. Donc c'est pour relever qu'en réalité, nous n'avons même pas encore commencé à nous développer économiquement, parce que le système centralisé qui est mis en place depuis des lustres est fait de manière à ce que l'Afrique ne puisse pas se développer. Lorsque je l'ai dit, la crypto-monnaie, c'est une monnaie virtuelle qui est appuyée, qui est basée sur une technologie disruptive, qui est donc la technologie de la blockchain, et qui est décentralisée, qui permet de faire des transactions de personne à personne sans qu'il y ait des intermédiaires. Mais elle est née comment, cette crypto-monnaie-là? Elle est née pourquoi? Parce que vous savez que le système classique a déjà suffisamment montré des limites et a suffisamment fait des dégâts. Et après la crise de 2008, la crise des subprimes, beaucoup de banques, y compris aux États-Unis, ont eu de sérieuses difficultés à pouvoir survivre. Les États-Unis, l'Angleterre et certains autres pays ont dû financer certaines banques pour qu'elles ne puissent pas mettre la crise sous le paillasson. Et c'est après cette crise que certain Satoshi Nakamoto, un pseudonyme, qui serait un japonais, un américain d'origine japonaise, mais en réalité on parle d'un groupe d'individus qui se cachent donc derrière ce pseudonyme-là. C'est là où ils se sont demandé, mais comment est-ce qu'on peut faire pour que l'argent ne puisse plus transiter par les banques quand il faut faire des transactions entre deux individus? Parce que quel que soit le point où vous vous trouvez dans le monde, quand vous voulez faire une transaction entre deux individus, il faut que les banques s'interposent. Ce n'est pas une, ce n'est pas deux, ce n'est pas trois. Plusieurs banques s'interposent dans une opération, quelle qu'elle soit. Donc ces gens-là ont donc développé la technologie blockchain. Et la première application de cette technologie-là, c'était donc la première crypto-monnaie, le Bitcoin. Le Bitcoin qui permet donc de faire ces transactions sans plus passer par une banque. Qu'elle soit centrale ou commerciale, on n'a plus besoin de banque. Donc, on parle donc de système décentralisé. C'est une monnaie qui est faite pour contourner ces organes centraux qui sont là pour préserver les intérêts, protéger les intérêts d'une certaine oligarchie qui en réalité n'est pas au service des peuples et dont n'est pas au service des économies inclusives. C'est pour ça que de plus en plus aujourd'hui, les pays africains, même étant les plus riches en termes de ressources naturelles, n'est-ce pas, sont les plus pauvres en même temps selon les classements de la Banque mondiale et autres, parce qu'on les classe en fonction du PIB, et PIB par individu, ce que j'estime être une aberration. Donc voilà un peu ce que c'est que la crypto-monnaie, pour que nos téléspectateurs sachent également d'où ça vient, et que lorsqu'on va évoluer dans le débat, qu'ils comprennent bien qu'il faut mettre un accent sur un certain nombre de choses bien précises pour que nous ne puissions pas rater
cette opportunité qui pourra faire en sorte qu'on se mette au niveau d'un certain nombre de pays développés. Merci, Dr Ndouma. Je vais directement avec vous, Dr Yam. On sait que la monnaie normale est dirigée par une banque, une base centrale, notamment des banques commerciales, des microfinances, où on s'y rend pour avoir de l'argent. Avec la crypto-monnaie, on n'a pas d'argent physique. Comment est-ce qu'on entre en possession de sa crypto-monnaie? C'est un processus à la fois simple et long. Peut-être qu'il faut expliquer comment on y arrive. Le docteur Ndouma vous a expliqué ce que c'est que la crypto-monnaie. Oui. Mais peut-être qu'il faut comprendre comment on arrive à la crypto-monnaie en remontant un peu plus haut que la crise des subprimes pour pouvoir bien voir à la fois combien il est facile de l'utiliser, mais également quel est l'intérêt, combien il est intéressant aujourd'hui pour nos pays d'adopter cette révolution qui ne leur demande pas de savoir d'abord fabriquer les trains et les bateaux. Prenons une date, 1970. Les États-Unis, en 1970, ont un sérieux problème. Alors, d'abord, c'est le dollar qui est la seule monnaie d'échange dans les échanges internationaux à l'époque. Les États-Unis ont une dette qui représente 50% de leur PIB. Vu d'aujourd'hui, c'est plutôt ridicule, puisque tous les grands pays développés ont une dette qui s'approche de 100% de leur PIB ou est largement au-delà. Mais en 70, c'était extrêmement compliqué d'imaginer simplement qu'un pays puisse avoir 50% de son PIB sous forme de dette. À quelle la dette représente 50% de son PIB. Ça veut dire quoi? La dette des États-Unis, c'était 500 milliards de dollars. Le PIB des États-Unis, c'était 1073 milliards de dollars. Entre 1970 et aujourd'hui, en 50 ans, le PIB des États-Unis s'est multiplié par 20. Mais vous comprendrez pourquoi il a pu se multiplier par 20, alors qu'en réalité, les Américains ne travaillent même pas autant que le reste du monde. Je crois que c'est l'un des pays où la productivité est la moins élevée dans le monde. Et vous comprendrez pourquoi la productivité est moins élevée dans un pays comme la France, mais en fait, elle a un certain niveau de vie et une certaine qualité de vie, un certain PIB, alors que les pays qui dépendent d'elle ont une productivité largement plus élevée. Donc les États-Unis ont ce problème et le monde entier a le PIB mondial a à peu près l'équivalent de la France aujourd'hui, 2900 milliards de dollars. Et donc, si vous avez une dette de 500 milliards de dollars sur près d'un peu moins de 3000 milliards de dollars de PIB, votre dette à toute seule représente 16% du PIB mondial. C'est énorme, ça fragilise l'économie. Pourquoi? Parce que, en fait, à l'époque, tout est lié à l'or. Donc, vous avez une espèce de taux fixe, c'est-à-dire qu'une parité fixe, puisque tout le monde, sa monnaie a une valeur que par rapport à l'or. Et il y a donc un travail de recherche qui est fait à la fin des années 60 jusqu'en 1970. Et les économistes américains découvrent que la gestion de la dette américaine, au fond, représente une opportunité pour les États-Unis. Si les Américains déconnectent l'or du dollar, ce qui fait qu'on n'a plus de taux fixe d'échange, on se laisse flotter le dollar par rapport aux autres grâce à cette déconnexion-là, eh bien, il va se produire un phénomène extrêmement intéressant que Chunjang Pumi va théoriser en 1984 dans son livre « Monnaie, servitude et liberté ». C'est-à-dire, en fait, il va nous donner la véritable nature de ce que la monnaie est devenue. La monnaie, ce n'est plus... Pardon? Quelle est cette nature? Eh bien, cette nature, c'est que la monnaie, c'est une créance en vue sur le système bancaire. Ça veut dire, en termes simples, on crée la monnaie à partir de rien. C'est pour ça que tout à l'heure, vous avez dit quelque chose d'extrêmement grave pour les économistes. Ça semblait être une simple question de journalisme, mais c'est l'une des choses les plus graves. C'est-à-dire, quand je me lève le matin et je vais à la banque, je dis à la banque, je veux 100 millions, mais où est-ce que la banque prend 100 millions? Elle prend ça où? Est-ce qu'elle a stocké 100 millions quelque part et elle va donc, elle dit, prenez le sac là, il y a 100 millions donnés à M. Yang? Non, la banque, elle n'a rien. La banque prend son papier, elle écrit, j'ai donné 100, elle a 100 millions à M. Yang. Ça s'appelle, la banque vous donne un pouvoir libératoire. Mais ce pouvoir libératoire vient de quoi? Vient de ce que lorsque les États-Unis déconnectent l'or du dollar, eh bien, on est dans un système de change flottant où, en fait, la vérité, c'est pas le plus important, c'est pas ce taux de, c'est pas l'échange. Ce qui est important, c'est que désormais la monnaie
ce que vous recevez, vous, sous forme fiduciaire, qu'on appelle la monnaie fiat, au fond, c'est du papier. Ça n'a pas plus d'importance que votre papier journal ou votre papier toilette. Ça n'a pas plus de différence. Il n'y a aucune différence fondamentale. C'est des choses qui s'impriment. Point. Oui. La différence vient de ce que l'État donne un certain pouvoir à cette monnaie. C'est l'unité de mesure, etc. C'est la valeur de l'unité de réserve, etc. C'est l'État qui décide ainsi. Sauf que comme c'est les États-Unis, c'est leur monnaie qui est utilisée dans le commerce international, les Américains se sont rendus compte en faisant leurs recherches sur comment maîtriser leurs dettes, qu'il suffisait de laisser l'Amérique s'endetter indéfiniment pour qu'il se produise un phénomène extrêmement intéressant qui est donc dans la définition de Chunjang Pumi. C'est-à-dire que quand vous allez à la banque, en fait, c'est un bien vide qu'on vous donne. Oui. On crée quelque chose à partir de rien qui est un bien vide. Oui. Et vous venez rembourser les 100 millions que vous avez empruntés. Au fond, c'est le fruit de votre travail. Mais la banque, elle n'a pas eu besoin de travailler pour ça. Donc, ce qu'elle vous a donné, c'est un bien vide et votre travail vient remplir ce bien. Donc, les Américains se rendent compte que c'est beaucoup plus intéressant comme ça. Donc, ils vont imprimer les dollars en masse. Ils vous les envoient tous. Oui. Parce que chaque fois que vous voulez acheter quelque chose au niveau international, vous avez besoin de dollars. Donc, vous vous endettez, en fait, auprès des États-Unis. Donc, vous leur demandez des dollars. Oui. Et en demandant donc les dollars, les Américains impriment du papier, ils vous le donnent. Et ils vous prennent... Et qu'est-ce que vous donnez en rechange? Votre pétrole, votre cacao, votre or, votre diamant, etc. Donc, vous leur donnez de vrais biens et ils vous donnent quelque chose qui est vide. Du papier. Et après, lorsqu'ils ont eu ce qu'ils veulent, ils disent que c'est équivalent à ça. Puis, c'est eux qui décident en plus à quoi correspond cette unité de mesure. Eh bien, ils vont vous dire, oui, maintenant, vous avez remboursé totalement. Donc, ils ont pris de vrais biens et ils vous ont donné du papier. Et ce système a perduré et les Chunjang Pumi arrivent, nous disent clairement ce que la monnaie est devenue en 1984, la monnaie servitude et liberté. Et ce qui est mauvais avec ce système, c'est qu'il crée aux États-Unis un cycle assez curieux sur le plan monétaire et sur le plan financier. C'est que les États-Unis sont un pays qui connaît tous les 5-7 ans une dépression économique. Donc, en fait, chaque fois que l'Amérique a pompé suffisamment de biens, on atteint un niveau où la valeur de la monnaie se déprécie tellement que les États-Unis sont obligés de recommencer un nouveau cycle. Et ce cycle-là, malheureusement, ce n'est que depuis 2008-2004 qu'il s'est stabilisé légèrement. Mais avec qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est simplement que, en fait, il y a tous les autres, il y a eu un certain nombre de blocs importants, comme l'Union européenne, avec l'eurozone, dans la zone euro, une monnaie qui regroupait beaucoup de pays. Et il y a eu l'apparition de mastodontes économiques, comme la Chine, qui font tous la même chose. Comme par exemple l'Inde, qui font tous la même chose. Et ça a fait que, en réalité, ça a rééquilibré la place du dollar, commencé à rééquilibrer la place du dollar dans le monde. Et les Américains voulant jouer pour retrouver leur place, ont provoqué la fameuse crise des subprimes. Et il s'est trouvé donc un groupe de gens, parce que aujourd'hui, les mathématiques qu'on enseigne dans le système disons francophone, la France, les pays d'Europe latine, l'Afrique, ce système d'enseignement a été fondé par Nicolas Bourbaki dans les années 30. Personne ne sait qui est Nicolas Bourbaki. Était-ce un groupe d'enseignants? Était-ce un enseignant? Mais quelqu'un qui s'appelle Nicolas Bourbaki a conçu le système d'enseignement des mathématiques que nous avons aujourd'hui. Et donc, Satoshi Nakamoto, est-ce que c'est un groupe de banquiers? Ce qui est beaucoup plus plausible parce qu'il fallait des gens qui comprennent cette affaire. Il fallait que ce soit un regroupement de banquiers et d'informaticiens. Il y a aujourd'hui quelqu'un qui dit que c'est probablement les informaticiens, c'était parmi ceux qui avaient créé les antivirus parce qu'ils avaient des backdoors. Bon, je ne vais pas fatiguer les auditeurs, téléspectateurs avec des techniques. Ils pouvaient accéder à ce qu'on appelle le dark web. C'est cette partie du web que le grand public ne connaît pas. Ce que vous utilisez là, c'est à peine 1% du web. Il y a toute une partie que le grand public ne connaît pas. Donc on appelle ça le dark web. Donc ces gens qui maîtrisaient totalement cette partie-là et plus des financiers et des monétaristes aguerris, des banquiers aguerris, ont dit que c'est ce groupe-là qui aurait créé donc la fameuse la crypto-monnaie. Mais qu'est-ce que c'est? C'est simplement c'est très simple, hein, et c'est ça qui est le plus intéressant. C'est juste un système qui permet, si vous voulez, de coder des données, donc de les rendre incompréhensibles et illisibles, et uniquement
quelque chose qui va être décodé par l'émetteur et le destinataire. Donc tout ce qui est au milieu. Et là, le docteur Ndouma vous expliquait que le Bitcoin est la première expression et jusqu'aujourd'hui, c'est réputé inviolable. Donc leur technologie, elle est solide. Les Africains doivent être rassurés. La technologie n'appartient à personne. Et dans le cas d'un pays comme la RCA, ils ont leur propre blockchain. Donc il n'y a pas... Beaucoup d'Africains ont peur en disant, mais si c'est les Américains ou bref l'Occident qui a fondé ça, comment on va faire? Non. Mais il y a quelqu'un qui a conçu le micro. Mais il y a des centaines d'entreprises qui fabriquent le micro aujourd'hui. Ce n'est plus la propriété de quelqu'un. Donc la crypto-monnaie est quelque chose à quoi tout le monde peut accéder pour autant qu'on maîtrise la technologie qui est à la base de la crypto-monnaie et qui permet donc de passer d'un système pyramidal centralisé à un système totalement décentralisé qui correspond fort bien à l'idée que les Africains devraient se faire de la liberté. Nous sortons donc de quelque chose, nous ne sommes plus contrôlés par quelques-uns, chacun peut faire ce qu'il veut là où il est. Voilà, le docteur Ndouma, les monnaies sont dirigées par des banques centrales, notamment la BEAC en Afrique centrale, la BCAO en Afrique de l'Ouest. Et quel est le mode de fonctionnement de la crypto-monnaie? Alors, le mode de fonctionnement de la crypto-monnaie, je ne sais pas si je comprends bien la question. Ou alors peut-on réellement... alors on dit qu'il y a des monnaies, les monnaies sont dirigées par des banques centrales, notamment en Afrique centrale, c'est la BEAC. En Afrique de l'Ouest, c'est la BCAO. Et maintenant, la crypto-monnaie, quelle est la banque centrale qui dirige la crypto-monnaie? D'accord. Juste pour préciser, la BEAC et la BCAO ne créent pas la monnaie. C'est pour ça que nous disons que ce ne sont pas des banques centrales. Oui. Donc, elles reçoivent la monnaie qui est créée en France, imprimée en France et qui est dispatchée à leur niveau en des quantités que la France veut par rapport à notre économie et que la France maintient sous perfusion à travers cet outil-là. La crypto-monnaie, peut-être il faut préciser que la monnaie dont vous parlez, c'est la monnaie fiduciaire. Et cette monnaie-là, c'est une monnaie inflationniste. D'accord? Parce que on peut tourner la planche à billets quand on veut. C'est ce que les Américains font. C'est ce qu'ils font. Et ils le font vraiment avec beaucoup d'abus dès qu'ils ont déconnecté le dollar de l'or. Et que, comme mon collègue Yam Timbala si bien expliqué, ça devient juste du papier. Parce que de janvier 2020 à octobre 2021, les États-Unis ont produit 80% de tous les dollars qui sont en circulation. 80% de la quantité de dollars en circulation, ça a été produit entre janvier 2020 et octobre 2021 par les États-Unis. C'est énorme. Pourquoi? Parce qu'il y a eu la crise de Covid. Pourquoi? Parce qu'il y a ce conflit russo-ukrainien et les États-Unis se donnent la liberté de fabriquer le dollar comme ils veulent, sans tenir compte des différents critères qu'on veut nous imposer sur le plan économique. Donc c'est pour ça que la monnaie fiduciaire, elle est inflationniste. Et l'économie dont nous parlons, le développement économique dont nous parlons, c'est basé sur quoi? Sur le plan classique. C'est basé sur la dette, c'est-à-dire qu'on se finance en s'endettant, puisque la monnaie elle-même, elle est une créance, n'est-ce pas, sur les banques. Deuxièmement, sur le jeu des taux d'intérêt. Okay? Dès que la banque centrale américaine, c'est-à-dire la réserve fédérale, augmente les taux d'intérêt, la BCE fait pareil, etc., jusqu'au niveau de la CEMAC. Et troisièmement, il y a le jeu des taux de change. Parce qu'il y a tout un marché où on vend et on achète de l'argent. C'est ça qu'on appelle le forex. Mais il faut que votre devise fasse partie de ce qu'on appelle le panier de devises qui ont accès à ce marché-là. Parce que c'est un marché très, très rémunéré. Donc, nous partons donc d'un système, je dis nous partons, ça ne sera pas le cas idéal, mais nous sommes dans un système classique, inflationniste, qui veut financer les économies à travers l'endettement, avec le jeu des taux d'intérêt et des taux de change.
vers un système qui a des monnaies déflationnistes, qui ne connaît pas l'endettement comme outil de financement. Donc, ces monnaies virtuelles ne sont pas fabriquées par une banque centrale. Et au moment de la conception de la fabrication de ces monnaies, c'est-à-dire avant le minage c'est le processus de fabrication des monnaies virtuelles. Ça s'appelle le minage. D'accord? Avec les codes pour crypter, etc. Donc, avant de démarrer ce processus-là, le nombre de pièces maximales à mettre en circulation est fixé. Pour le Bitcoin, dès la création, c'était 21 millions de pièces. 21 millions de pièces seulement. Et aujourd'hui, on a à peine miné 19 millions de pièces. Et les spécialistes vous disent que le dernier coin, c'est-à-dire la dernière pièce, sera minée en 2140. Parce que c'est algorithmé. Alors, vous vous rendez bien compte que lorsqu'on a fixé 21 millions de pièces, l'offre va rester constante. Elle est limitée. Mais la demande, elle est fait quoi? La demande ne fait que croître. Parce que plus les gens vont solliciter le Bitcoin, plus la valeur du Bitcoin va augmenter parce que la rareté sera de plus en plus grande. C'est très important que les gens le comprennent. Donc, ça c'est valable pour le Bitcoin, qui est la crypto-monnaie, la mère des crypto-monnaies, et qui est la crypto-monnaie la plus sûre, parce que le Bitcoin, ce n'est pas que la monnaie, c'est aussi un système de transfert, de paiement. OK? Et lorsque vous l'avez compris, vous comprenez également pourquoi ceux qui détiennent les économies classiques, en jouant sur les leviers que j'ai relevés, ne peuvent pas influencer les crypto-monnaies à leur guise. Et c'est là que ça devient plus intéressant. Donc, dès que la banque centrale va rentrer en jeu, elle va chercher à voir dans quelle mesure elle peut centraliser certaines crypto-monnaies. Et si elle centralise la crypto-monnaie, elle prend le contrôle sur cette crypto-monnaie-là. Vous voyez? Donc, nous sommes donc là dans un cas de figure où, pour me résumer, aucune banque ne fabrique les crypto-monnaies. Les crypto-monnaies sont fabriquées par des entreprises, pour la plupart des entreprises privées. D'accord? Vous avez un marché, une crypto-bourse qu'on appelle le CoinMarketCap. Si vous regardez le nombre de crypto-monnaies qui sont cotées sur cette bourse-là aujourd'hui, il y a 21 250, j'ai regardé, je crois 257, j'ai regardé avant d'entrer dans ce studio, 21 257 crypto-monnaies. Le Bitcoin, c'est la toute première crypto-monnaie. Mais vous voyez, de 2009 à 2022, on a plus de 21 000 crypto-monnaies sur le marché. On a plus de 526 échangeurs, c'est-à-dire des sociétés qui sont spécialisées dans la conversion d'une crypto-monnaie à une autre, ou d'une crypto-monnaie à une monnaie fiduciaire et vice-versa. Donc, c'est un marché qui est en ébullition, qui a un grand essor et qui s'est imposé de lui-même. C'est d'ailleurs pour ça qu'il n'y a pas que les pays africains qui s'intéressent à la question des crypto-monnaies. Pratiquement tous les pays aujourd'hui ont pris cette question-là à bras le corps parce que c'est un peu comme si vous voulez arrêter le vent avec les mains. Les crypto-monnaies s'imposent et il est question de réguler, de faire en sorte qu'on puisse les contenir. C'est tout ce que les États peuvent faire et il faut donc, comme on n'a pas besoin de la bombe atomique ou bien comment on appelle ça, des mécanismes sophistiqués pour la guerre, etc., pour imposer notre toute-puissance en ce moment précis. Les crypto-monnaies, c'est au niveau de tout le monde avec la technologie. Comment est-ce qu'elles fonctionnent, ces crypto-monnaies-là? Alors, si vous voulez avoir une crypto-monnaie, avant de dire comment elle fonctionne, si vous voulez avoir la monnaie, puisque la monnaie classique, si vous voulez l'avoir, vous allez à la banque. Le docteur Yama a expliqué, vous allez à la banque la crée pour vous. Mais c'est vous qui allez mettre de la valeur dedans. Donc, les crypto-monnaies, comme je viens de dire, il y a un marché. Il y a un marché, une crypto-bourse sur laquelle vous pouvez aller. Mais aller là-bas, ça veut dire que vous devez créer votre portefeuille. Vous devez créer le portefeuille pour avoir accès au marché. Et comment est-ce qu'on crée
portefeuille pour avoir accès à Donc, créer un portefeuille, c'est similaire à ouvrir un compte dans une banque. Hein? Et généralement, on a parlé du taux de bancarisation qui est très faible, par exemple, dans des pays comme, comme la CEMAC, c'est à peine 10%, c'est-à-dire 10 citoyens sur 100 ont un compte en banque. Et ça veut dire que 90% des citoyens sont exclus du système formel, n'est-ce pas, monétaire et financier. Vous voyez un peu l'injustice. Donc, les crypto-monnaies viennent et chacun peut créer un compte cryptographique. C'est-à-dire qu'il suffit d'avoir Internet, la connexion Internet, et avoir juste le lien de la plateforme sur laquelle vous voulez créer le compte. Je vous ai dit qu'il y en a plus de 500. Donc, Bitcoin en est une. Donc, vous allez vous créer votre compte. Ça vous prend 1 minute. Vous avez votre portefeuille. Maintenant, il faut y mettre de l'argent, que ce soit l'argent digital. Donc, on dit portefeuille parce que vous pouvez avoir dans votre portefeuille plusieurs crypto-monnaies et même des crypto-monnaies et certaines devises, comme le dollar américain, comme l'euro, dans le même portefeuille. Donc, dès que vous l'avez fait, maintenant, vous pouvez avoir le CFA, même comme il est en balbutiement, vous avez le CFA, vous allez donc acheter la crypto-monnaie que vous voulez, si c'est le Bitcoin, vous l'achetez contre l'équivalent en CFA, d'accord? Ça veut dire aussi qu'il faut aller sur une plateforme où on vous permet de changer le CFA en Bitcoin. Ça se fait, même aujourd'hui au Cameroun, je ne vais pas citer certaines entreprises. Donc, et puis on crédite votre portefeuille avec l'équivalent en Bitcoin. Vous pouvez le faire aussi avec d'autres crypto-monnaies. Mais parlons juste du Bitcoin ou bien du Sangocoin. Les gens sont en train d'acheter le Sangocoin. Vous allez sur la plateforme, sango.org, et puis vous allez acheter vos Sangocoins contre que ce soit les dollars, que ce soit le CFA, etc. Donc maintenant, quand vous les avez, les crypto-monnaies, vous pouvez payer un service avec ça. Vous pouvez télécharger une carte bancaire avec la crypto-monnaie et payer avec la carte bancaire. Vous pouvez changer une crypto-monnaie contre une devise, comme le change que certains font, même si ce n'est pas tout à fait officiel, c'est derrière Aquapala, sans publicité, d'accord? Donc, vous pouvez changer aussi une crypto-monnaie contre le dollar, contre l'euro, etc. et avoir le dollar en espèces. Donc, voilà un peu comment ça fonctionne. Merci, docteur Ndouma. Je me retourne vers vous, docteur Yam. Peut-on réellement l'adopter aux réalités du continent sans aucun risque, les crypto-monnaies? Écoutez, c'est comme si vous me demandiez, peut-on porter un vêtement en Afrique et pas ailleurs? Non, pas du tout. Enfin, c'est la même chose. Je veux dire que le micro, il est là, il faut l'utiliser, c'est tout. Non, tout à fait. Tout à fait. Et c'est d'autant plus intéressant lorsqu'on rentre dans les mécanismes économiques qu'il est temps de très rapidement basculer, à mon avis. Je vais vous dire pourquoi. Tout à l'heure, on parlait du dollar comme une monnaie, de la monnaie fiat, mais particulièrement du dollar. La monnaie fiat comme étant une monnaie inflationniste. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement qu'on a une hausse des prix et une baisse de la capacité de la monnaie à acheter des produits. Si aujourd'hui ça achetait 5 bananes, demain ça ne pourra en acheter que 2. C'est ça qu'on appelle une inflation. Et le problème, tout à l'heure je vous disais que le dollar, les États-Unis tous les 5-7 ans rentrent en récession, en dépression économique parce que tous les 5-7 ans, le cycle est tel que le dollar atteint la valeur la plus faible sur le marché et il faut relancer. Et donc ce système-là, qui est un système qui avec le temps, ne permet pas d'acheter de façon stable les mêmes quantités de produits, fait que la monnaie perd systématiquement de sa valeur, structurellement de sa valeur. Alors que avec avec le Bitcoin, parce que les autres, on appelle tout ça les crypto-monnaies, mais la seule qui est vraiment de l'électronique cash, c'est-à-dire de la monnaie, la vraie monnaie virtuelle, c'est le Bitcoin. Avec le Bitcoin, Dr Ndouma vous l'expliquait, il n'y en a que 21 millions. Il y a quelque chose d'extrêmement important là-dedans qu'il faut comprendre. Le fait qu'il n'y en ait que 21 millions fait que
la valeur va croître progressivement. Et ça rappelle l'or. C'est comme ça que l'or a toujours été dans l'histoire de l'humanité. La valeur de l'or ne peut pas décroître au point que ça devienne un banal métal. Non, c'est pas possible. Et donc, le gendarme du secteur financier américain a d'ailleurs comparé le Bitcoin à de la matière première. Et on appelle le Bitcoin aujourd'hui de l'or virtuel, l'or numérique. Parce que dès qu'on aura les 21 millions de Bitcoin, vous me demanderez, mais pourquoi en quelques années on en a miné 19, donc fabriqué 19 millions et 2 millions, il faudrait attendre un peu plus d'un siècle. C'est que plus le temps passe, moins il y en a à voir. C'est le système de création de la rareté, en fait. Et on crée donc la rareté progressivement, ce qui fait que cette monnaie va prendre de plus en plus de valeur. Et ce qui est intéressant dans cette affaire, c'est que c'est ouvert, tout le monde peut miner des bitcoins. Hein. Ce n'est pas dit qu'on peut seulement le faire dans certains pays ou que seules certaines personnes peuvent le faire. Tout le monde peut miner des bitcoins. Et donc les fabriquer. Mais il faut savoir, expliquer à tout le monde que ça nous épargne toute la logistique de transporter les biens, les pièces, tout ça là. C'est des serveurs, il faut de l'électricité pour faire ça. Mais aujourd'hui, il faut comprendre que le système est donc tel avec ça que vous n'avez pas de dépréciation de la monnaie, dont les prix ne peuvent pas commencer à monter de façon incontrôlée. Et votre monnaie ne peut pas à un moment donné ne plus être capable d'acheter la même quantité de produits à un moment donné. Ce qui fait que c'est la monnaie, une monnaie déflationniste, donc qui ne permet pas cette variation-là, et que cette monnaie-là est donc extrêmement intéressante pour les politiques monétaires. Deuxième caractéristique intéressante, contrairement à la monnaie fiat, aux billets, aux pièces qu'on va vous donner, à la fin du cycle de crédit, en fait, la monnaie est censée être détruite. Elle n'existe plus. Or, c'est-à-dire que votre Bitcoin ne se détruit pas. Aujourd'hui, si vous demandez à n'importe quelle banque centrale dans le monde, même la Federal Reserve Bank des États-Unis, ou la Banque centrale européenne, la Banque centrale chinoise, personne ne peut vous dire la quantité exacte de billets et de pièces qu'il y a en circulation dans le monde. C'est-à-dire leurs billets, leur monnaie. Aucune banque centrale ne peut vous le dire. Bon, n'essayez pas avec la BA, elle ne sait pas du tout. Donc, par contre, la quantité de Bitcoin en circulation est connue au Bitcoin près. C'est-à-dire, il n'est pas possible de dire qu'on ne sait pas quelle quantité de Bitcoin il y a dans le monde aujourd'hui. Ce n'est pas possible. On sait exactement quelle est la quantité de Bitcoin. Et comment on fait pour... Parce que je vous ai dit que c'est de l'informatique. C'est une technologie, je préfère dire de l'informatique de manière simple. Comme ça, tous nos téléspectateurs comprennent que, comme c'est de l'informatique, en fait, le système est là. Et tout le monde peut le maîtriser parce que quand c'est informatique, on comptabilise, tout le monde sait. Il y a une évolution qui va probablement apparaître en RCA, en République centrafricaine. C'est qu'aujourd'hui, il va y avoir quelque chose d'extrêmement intéressant, c'est-à-dire une nouvelle génération de monnaies, de crypto-monnaies, qui sont issues du Bitcoin, qui sont des sortes de monnaies binaires ou secondaires du Bitcoin, des sortes de monnaies binaires du Bitcoin. C'est-à-dire que vous avez donc des États comme la RCA qui a le Bitcoin comme monnaie de référence, mais qui va créer le Sango Coin. Le Sango Coin, c'est pas différent du Bitcoin, c'est la même chose en fait. Mais c'est simplement quelque chose qui est contextuel, qui appartient à la République centrafricaine. Et qui fonctionne, qui est basé sur la technologie du Bitcoin, qui est donc du Bitcoin en fait, mais contextualisé en Centrafrique. Et cette monnaie-là va donc permettre de régler un certain nombre de problèmes. Et c'est pour répondre à votre question, est-ce que, au fond, on peut l'utiliser chez nous, etc. Sans risque. Mais c'est la chose qu'il faut utiliser tout de suite. Parce que le Sango Coin permet quoi? D'abord, les Centrafricains l'appellent la monnaie numérique nationale. Donc, c'est leur monnaie. Bon, maintenant, ceux qui croient qu'ils n'ont pas leur monnaie, ils ont déjà créé leur monnaie. C'est le premier pays en Afrique centrale, parmi tous les pays là, et surtout ceux qui font beaucoup de bruit, qui sont des anciennes colonies ou pays sous tutelle française, c'est le seul aujourd'hui qui a une monnaie nationale, qui s'appelle le Sango Coin, et qui a leur banque centrale numérique, s'appelle ça la banque centrale digitale. Le du moment vous disait que tous les pays au monde en ont besoin, ils font ce qu'on appelle les monnaies numériques de banque centrale. Eux, ils n'ont pas de monnaie numérique de banque centrale. Ils ont une monnaie numérique avec une banque centrale numérique.
c'est une innovation extraordinaire. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que le fait qu'un pays adopte ça, et bientôt, je crois que ça va être mis effectivement totalement en circulation, tout en rappelant à tout le monde qu'il n'y a que 21 millions de Sango Coin. Ce n'est pas un hasard. Il n'y en a que 21 millions. Et donc, tous ces Sango Coin-là qui vont être achetés progressivement, leur valeur va croître exactement sur le même modèle que celui du Bitcoin. Exactement la même chose. Parce que c'est exactement comme le dollar et l'or avant 1970. C'est-à-dire que la valeur en Sango Coin était liée au Bitcoin. Comme à l'époque, la valeur du dollar était liée à celle de l'or. Était garantie par l'or. La valeur du Sango Coin est garantie par le Bitcoin. Donc, il y en aura 21 millions, pas plus. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Ça va permettre donc à la Centrafrique, de ne plus dépendre de la BEAC. Et c'est ça qui dérange, qui fait que la BEAC s'est pourfendue en interdiction que personne n'a compris. Mais c'est surtout que, si aujourd'hui la Centrafrique fait du commerce avec du Bitcoin, du Sango Coin, elle n'aura plus, les revenus d'exportation de ce pays ne vont plus atterrir dans le compte d'opération du Trésor français. Lequel Trésor français utilise tranquillement nos revenus d'exportation dans le budget de la France, qui permet de payer des chômeurs, c'est-à-dire des types qui se lèvent le matin, regardent la télé, insultent la planète tout entière et ne foutent rien. Pendant ce temps, nos mamans, elles se lèvent à 4 h du matin, s'en vont vendre au bord de la route, sous le soleil et sous la pluie, mais on prend tout ce que cela peut générer dans notre pays et ça finance quand même le budget de la France. 1. Ce sera plus possible. 2. À cause de ce que c'est une monnaie déflationniste, c'est-à-dire qu'il ne va plus y avoir cet effet de hausse des prix et de perte de la valeur de la monnaie, eh bien, ça va soutenir donc l'investissement dans ce pays-là et ça va permettre à ce pays d'aller beaucoup plus vite que les autres. L'autre chose qui est intéressante, c'est que ce pays, évidemment, sort de tous les mécanismes du franc CFA, la libre convertibilité, la parité fixe, le fait que le franc CFA pompe la valeur ajoutée. Donc, toute la richesse produite dans nos États pompe totalement ça. Dans un cycle de 30 à 40 ans, tous les 30-40 ans, c'est carrément la totalité qui est pompée. Et je prends un exemple simple. Un pays comme le Cameroun en 2020, avait une capacité de moins... C'est-à-dire que notre PIB avait chuté de 40% par rapport en 1986. Vous imaginez en 1986 qu'en 2020, vous avez un PIB qui a chuté de 40%. C'est-à-dire que le Cameroun avait une capacité diminuée de 40% à satisfaire les besoins de sa population. C'est ça que ça veut dire. Et c'est ça, les mécanismes du franc CFA et les crypto-monnaies, le Bitcoin en tout cas, permet donc d'éviter ça. Et permet donc que désormais on puisse investir beaucoup plus, qu'on puisse, si vous voulez, éviter l'inflation, qu'on ne soit plus dans les règles de convergence où l'Union européenne vous dit non, il ne faut pas plus de 3% d'inflation, des choses comme ça. On investit et on avance. Et on doit rapidement foncer là-dessus parce que la crypto-monnaie, le Bitcoin en tout cas, Sango Coin, c'est une opportunité économique, industrielle, scientifique, technologique énorme. Lorsque vous avez du Bitcoin, on vous parlait de minage. C'est des serveurs, c'est de l'électricité à produire, c'est des jeunes gens à former qui doivent être dans tous ces différents métiers-là. C'est également le fait que grâce à ça, vous vous positionnez au niveau international comme un pays de référence. Dans le cas, par exemple, de RCA, tout le monde dira, oui, mais pour utiliser les bitcoins, les crypto-monnaies, il vous faut Internet. Oui et non. Oui, parce que c'est important à un certain niveau, mais si vous transformez l'utilisation du bitcoin, de Sango Coin, tel que le Centrafrique est en train de le faire, bientôt ils vont avoir leur portefeuille national. C'est-à-dire qu'en fait, tous les Centrafricains, exactement comme vous avez les portefeuilles de mobile money, comme vous avez votre portefeuille dans lequel vous classez vos billets et pièces, comme ça là, ils vont donc avoir un portefeuille pour le Sango Coin, Bitcoin, qui ne sera pas forcément utilisable avec de l'Internet. Je vous parle de quelque chose que je connais très bien parce que je vois comment ça évolue. Ça peut être utilisé par une couche du réseau GSM qui s'appelle USSD, qui est utilisé pour faire les SMS, pour faire le mobile money.
Et donc, s'ils se mettent à ce niveau-là, les problèmes de disponibilité d'Internet n'existent pas. Ce qui se fait en amont, c'est tout simplement une certaine ingénierie informatique qui va permettre que cela soit possible. Et je ne suis pas en train de vous dire que ça le sera, je suis en train de vous dire que c'est en train de se faire en ce moment. Et que bientôt, il y aura ce portement. Et ça, vous allez voir, ça va rendre les échanges très faciles. Si vous avez 10 francs CFA aujourd'hui, vous achetez quoi? Bonbons. Il y a des bonbons de 10 francs au Cameroun. Okay. 5 francs, vous faites quoi? Rien du tout. Rien du tout. Sauf que le Bitcoin et le Sango Coin sont divisibles jusqu'à 100 millions d'unités. C'est-à-dire que vous prenez un Bitcoin, un Sango Coin, vous les subdivisez en 100 millions d'unités. Donc, la plus petite, et la plus petite unité, une toute petite unité peut acheter quelque chose. Mais tout ça est dû à quoi? Au fait que la valeur va augmenter progressivement. Ne soyez pas surpris que d'ici 10 ans, d'ici 20 ans, un Bitcoin vale par exemple 1 million d'euros. Donc, si ça vaut 1 million, c'est pas très loin de là, hein, ce sera possible. Il y a aujourd'hui, dernièrement, il y a un chef d'entreprise américain qui a investi 4 milliards de dollars dans le Bitcoin. 4 milliards de dollars. 4 milliards de dollars, c'est à peu près 40-45% du budget du Cameroun cette année. 45% à peu près du budget du Cameroun cette année. Il a investi ça dans le Bitcoin en prévision de ce que le Bitcoin peut valoir 1 million de dollars d'ici 10-15 ans. Donc, si le Bitcoin vaut 1 million de dollars, dont le Sango Coin vaut 1 million de dollars à peu près, disons ça comme ça, espérons-le, on peut quand même subdiviser ce million de dollars en 100 millions d'unités et donc on peut continuer à acheter le piment et le pain et la craie avec son Sango Coin et son Bitcoin. C'est pour ça que, vous voyez que nous sommes en train de parler de Sango Coin, Bitcoin, on est très loin du franc CFA. On est très loin des problèmes de nos banques là. Il n'y a rien à voir. Parce que la création de votre portefeuille, quand vous créez votre portefeuille de mobile money, est-ce que vous allez à la banque? Non. Est-ce que vous allez même dans une agence de l'entreprise qui fait ça? Donc, ça va être encore meilleur avec le portefeuille Sango Coin ou un portefeuille Bitcoin. Docteur Ndouma vous disait que vous allez sur Internet, vous ouvrez vous-même, vous créez vous-même votre portefeuille. Et c'est ce système décentralisé qui donne à chacun l'autonomie. Vous n'avez plus un banquier qui ne comprend pas du tout les problèmes de votre vie qui décide. Mais vous avancez vous-même en étant votre propre banquier. Mais cela vous oblige à avoir beaucoup de responsabilités aussi. Laquelle? Les responsabilités, c'est par exemple que, comme le système est totalement transparent, c'est l'une des choses les plus importantes dans les crypto-monnaies. C'est totalement transparent. Docteur Ndouma, comment ils appellent ça, le blanchiment d'argent, tout ce qui est terrorisme derrière, ça représente pour les monnaies fiat, dont les monnaies classiques là, traditionnelles, je crois 5%. Et si vous prenez 5%, ça veut dire que ça représente cette année probablement autour de 6 000, 7 000 milliards, entre 6 000 et 7 500 milliards de dollars. C'est-à-dire l'équivalent du PIB du Japon. Or, si vous prenez les crypto-monnaies, on a une capitalisation de 3 500, 4 000 milliards à peu près. Entre 3 000 et 4 000 milliards à peu près. Le Bitcoin, c'est à peu près 1 000 milliards. Vous êtes à 0,015%. Donc, ça n'a pas d'intérêt. Donc, toutes ces choses-là sont de nature à nous pousser. Nous, en Afrique centrale, où on a allé créer, par exemple, toute une organisation, tout un organisme pour gérer le blanchiment d'argent, ça nous pousse, on n'aura plus besoin de ce genre de choses. On a économisé de l'argent et donc, c'est une bonne chose pour utiliser les crypto-monnaies et particulièrement le Bitcoin. Et dans le cadre du Centrafrique, ils doivent être encouragés à utiliser leur Sango Coin en espérant que nous allons avoir rapidement notre propre monnaie ou qu'on va utiliser tous cette monnaie-là en Afrique centrale. Merci, docteur Yam. Je reviens vers vous, docteur Ndouma. Vous avez parlé d'Internet tout à l'heure, monsieur Yam, vous l'avez également fait. Ça veut dire que les pays dans lesquels Internet, il n'y a pas assez, il n'y a pas d'accès à Internet, il sera difficile d'implanter la crypto-monnaie dans ces pays-là. Bon, le docteur Yam a donné également des options de solutions qui ne dépendent pas d'une connexion Internet en temps réel, qui dépendent d'autres sources d'énergie pour permettre aux gens de viabiliser leur portefeuille. Bon, Internet, on dit que c'est le village planétaire. Je doute fort qu'il y ait un endroit au monde où il n'y aura jamais Internet un jour.
Voyez, donc je pars du postulat que Internet est disponible et que parce que Internet est disponible, le monde se digitalisant, il faut davantage aussi digitaliser les moyens de paiement. Nous parlons des choses extrêmement graves parce que quand on prend même l'aspect de la lutte contre le blanchiment d'argent, etc., vous pensez que quels sont ceux qui essayent de blanchir l'argent? Parce que dans le système classique, en réalité, quand vous ne pouvez pas blanchir vos fonds sans faire des transactions internationales, c'est pratiquement impossible. Et quand vous voulez faire des transactions internationales, vous utilisez quel système? C'est le système SWIFT, un système de messagerie interbancaire et financière qui retrace tout. Et quand on veut blanchir, généralement, on envoie l'argent là où? Vers les paradis fiscaux. Qui sont capables d'envoyer l'argent là-bas? Donc vous voyez que en réalité, on parle de blanchiment d'argent, mais on ne veut pas vraiment lutter contre le blanchiment d'argent. Parce que ce sont ceux qui sont même souvent des acteurs dans ces opérations-là, qui sont également les décideurs pour être juges et partis à la fois. Donc, lorsque je l'ai relevé, il faut que nos téléspectateurs comprennent qu'avec la monnaie fiduciaire, le système bancaire classique, tout est fait pour que nos économies ne décollent jamais. Que nos économies ne décollent jamais. Parce que l'argent que nous avons, pour parler simple, l'argent que les opérateurs économiques ont, ou bien les ménages, etc., cet argent-là est imprimé pour notre cas précis, par la France, et est mis à la disposition, n'est-ce pas, des populations et des opérateurs économiques ici. Tout à l'heure, le docteur Yann vous demandait ce que vous pouvez acheter avec 10 francs ou 5 francs. Moi, je ne sais même pas si... J'ai déjà fait peut-être 2 ans, je ne vois même pas 5 francs ou 10 francs. Aujourd'hui, il est difficile même de changer un billet de 10 000 en 2 billets de 5 000. Donc, vous voyez, ça crée des problèmes, même sociaux, qui peuvent engendrer des crises et des cas d'agression, etc. Parce que vous voulez acheter, on ne peut pas vous rembourser, et donc ça peut créer beaucoup de problèmes. Et donc, avec la crypto-monnaie, vous voyez bien qu'on peut faire des micro-paiements. Des micro-paiements, vous pouvez tout acheter, quel que soit le prix. Vous voyez, sans que vous soyez un problème pour celui qui va vendre ou pour une tierce personne. Et on n'a pas, en termes de sécurité, en termes de durabilité, la conservation sous forme digitale, elle est plus sécurisée, la conservation. Ce ne sont pas des billets qui vont vieillir, qui peuvent se déchirer, ou qu'on peut imiter ou falsifier. Donc, il y a un certain nombre d'avantages à relever. Mais là où je voulais insister, pour qu'on ne rate pas le coach, c'est que ces Occidentaux-là, précisément la France, qui met à notre disposition un peu de francs CFA pour qu'on puisse juste faire le strict minimum, c'est cette France, à travers ses banques commerciales ici, puisque la réglementation, elle est totalement française. Les banques commerciales ici, qui décident du secteur dans lequel on peut investir. Et quand je parle même d'investissement, je suis gentil. Vous voyez, parce que le Baye Amselam, ce n'est pas l'investissement. Mais les secteurs dans lesquels on peut investir, ce sont des secteurs dans lesquels eux, ils ont leurs entreprises. C'est-à-dire que dès qu'on vous envoie ce torchon-là, le franc CFA, si vous voulez l'utiliser, vous allez l'utiliser auprès des entreprises françaises, mais qui, elles, vont expatrier par le franc CFA, mais plutôt l'euro. Vous voyez? Donc, et donc, ça fait que l'argent ne reste même pas au niveau de nos pays, ne tourne pas au niveau de nos pays. Vous savez qu'il y a des gens qui disent que l'argent, c'est le touchement. Donc, et il y a des études qui vous montrent que les pays développés, un billet passe par au moins 12 mains avant de sortir du pays. Quand je dis 12 mains, c'est vraiment 12 stations commerciales, etc., industrielles, avant de sortir du pays. Chez les Juifs, c'est pire encore. C'est 18. Un billet passe par 18 mains avant de sortir de leur espace. Ouais. Donc, pour développer, pour créer des conditions de développement d'un espace, il faut que les gens sachent que on ne peut pas
prendre... Moi, je travaille chez Dr Yam, parce qu'il est africain. Dès qu'il me paye, je vais acheter chez, je ne sais pas moi, Dr Tamtampion, qui lui est plutôt un Américain qui est venu s'implanter ici. Mais ce que je n'ai pas compris, il faut que j'achète auprès de Madame Mouto. Oui, et puis Madame Mouto doit chercher à acheter son billet d'avion auprès de Camerco, et puis, etc. Pour que cet argent-là tourne d'abord. Mais, quand la crypto-monnaie arrive, on n'a plus ce problème. Vous voyez? Oui. C'est-à-dire que même s'il faut garder à l'esprit d'acheter toujours chez le frère ou la sœur africaine, on n'a plus le problème que je viens d'évoquer avec cet esprit de mesquinerie qu'il y a derrière, de récupérer autant qu'on peut, alors qu'on donne l'impression d'encourager les gens. Donc, les crypto-monnaies, est-ce qu'elles peuvent s'imposer sans le système bancaire? C'est une question importante à poser. Parce que le docteur a évoqué les crypto-monnaies des banques centrales. Et les banques sont en train de tout faire pour pouvoir contrôler aussi ce domaine-là. Pour pouvoir contrôler. Leur contrôle va passer forcément par la manière de centraliser, n'est-ce pas, les transactions. Et c'est là que nous devons faire attention. Quand je dis nous, généralement ce sont c'est le citoyen lambda qui va penser à un moment donné qu'il suffit d'avoir un portefeuille. Si la BEAC crée une crypto-monnaie de banque centrale qui peut être, je ne sais pas moi, le ICFA, il y a des gens qui vont créer le portefeuille ICFA parce qu'ils sont habitués au CFA et ils ne font confiance qu'à la banque centrale, et donc ils ne peuvent pas comprendre qu'ils n'ont pas besoin du ICFA pour faire leurs transactions et leurs opérations. Ils peuvent acheter le Sango Coin. Vous voyez? Oui. Parce que si j'achète le ICFA et que c'est la banque centrale qui l'a fabriqué, c'est la banque centrale qui va contrôler toutes mes transactions. Et ça sera exactement comme l'ancien système. Ce n'est pas parce que ça sera numérisé que ça va être différent. Vous voyez? Donc ça, c'est important parce que il faudra qu'on arrive à un système hybride qui tient en compte une dose de contrôle, n'est-ce pas, de l'organe central, qui, à mon avis, dans ce cas, n'a pas besoin d'être... Si c'est une banque centrale souveraine, comme en RCA, d'accord. Voilà. Mais si ce sont les pseudo-banques centrales que nous avons jusque-là, on n'en a pas besoin. Merci, docteur Nouma. Je reviens vers vous, docteur Timba. Selon vous, quelle est la particularité de la crypto-monnaie par rapport à toutes les autres formes de monnaie, notamment le franc CFA? D'abord, c'est la monnaie de la liberté. C'est la monnaie de la liberté. Oui. Et il faut qu'on arrive à clairement le savoir. C'est la monnaie de la liberté et de la souveraineté. Je vais vous prendre 2 ou 3 choses. La première, c'est la question de la masse monétaire dont parlait le docteur. Très important. Avec les crypto-monnaies, on a un peu un problème de masse monétaire. On ne s'en rend pas compte, mais ça représente une révolution extraordinaire. Hein? Oui. Sur le plan même de la compréhension, de la science économique, c'est quelque chose de très nouveau. Parce que hier, on pouvait vous dire, oui, bon, aujourd'hui, la masse monétaire en Afrique centrale, dans la zone CEMAC, c'est 15% du PIB de la CEMAC. Et en Afrique qui dépend de la BCAO, c'est 25%. Les Français ont décidé ainsi, point barre, c'est comme ça. Pendant ce temps, la Chine fait quand même 240% de masse monétaire pour développer son économie. Et qu'en Europe, là où il y a la zone euro, ils font 100%. Bon, eux, ils nous imposent 15%. Et 15%, vous faites quoi? 15%, vous faites quoi? Et du coup, ils vont vous apporter des inepties économiques du genre, non, l'épargne précède l'investissement. En fait, ils veulent vous dire, n'investissez pas, c'est tout. Quelle épargne précède l'investissement à partir du moment où la monnaie est une créance à vue sur le système bancaire? C'est-à-dire à partir du moment où la banque crée la monnaie ex nihilo, à partir de rien. Mais comment est-ce que vous allez me demander d'épargner pour pouvoir investir? Ça n'a aucun sens. Or, la crypto-monnaie vient corriger tous ces défauts. Il vient dire, vous n'avez pas besoin de masse monétaire particulière pour investir, parce que en fait, ce qu'il vous faut, c'est la décision d'investir, c'est tout. Dès que vous décidez d'investir et que vous utilisez votre Bitcoin ou votre Sango Coin, sa valeur s'accroît.
Et vous qui ne pouviez pas acheter ce micro, du fait de l'accroissement de la valeur de votre crypto-monnaie, vous pouvez donc désormais acquérir votre micro. Le plus intéressant étant que ça ne va pas décroître. Ça va rester comme tel. Ça va rester statique. Non, disons que la hausse des prix, ça ne perd pas sa valeur, son pouvoir d'achat. Donc, vous avez là une monnaie qui vous permet d'investir allègrement. Ce d'autant plus que, et là c'est encore plus intéressant quand on parle de la RCA, qui d'ailleurs, Dr Ndouma, il considère que la banque centrale numérique n'est pas une banque centrale. C'est une sorte de trésor public en réalité. Parce que si nous sommes dans un cadre de crypto-monnaie, on ne peut pas avoir une banque centrale. On a par contre un trésor public, puisque l'État lui-même est un État bitcoiner. C'est un État sango-coiner. Dans la mesure où il est un acteur économique, et en tant qu'acteur économique, il accède donc au bitcoin, au sango-coin, comme tous les autres acteurs économiques. Mais la différence, c'est que lui, il est l'État. Et qu'il a un certain nombre d'obligations et d'obligations envers le pays, ou envers la population, que l'opérateur économique lambda n'a pas forcément, ou que l'entreprise publique même lambda n'a pas. Et donc, les disponibilités de l'État sont gérées par cette banque centrale-là. Donc, à côté, il y a d'autres, on peut avoir d'autres choses, mais qui est gérée par qui est en réalité une sorte de trésor public qui garde les disponibilités de l'État. Ce n'est pas du tout un régulateur, ce n'est pas du tout quelqu'un qui vous dit comment gérer votre argent. Super. Pas du tout. Ce n'est pas comme ça que c'est pensé. Et c'est tout cet écosystème-là qui permet donc de savoir qu'à un moment donné, grâce à la disponibilité qu'ils ont, et grâce au fait qu'on doit avoir de gros acteurs qui vont faire de gros investissements, parce que les investissements de l'État, pour construire par exemple 2000 km de voies ferrées, c'est incommensurable par rapport aux investissements des entreprises privées qui ne peuvent pas atteindre le même niveau. Et donc, c'est l'État qui va tirer en fait la valeur, le caractère, si vous voulez, la valeur de cette crypto-monnaie grâce à ces lourds investissements. Et c'est tellement intéressant que nous devons tenir compte nous devons regarder de très près ce qui se passe en Centrafrique. Parce que ce qui se passe en Centrafrique n'est pas on ne cherche pas une simple solution à un problème économique. On soulève des questions de théorie économique qui sont extrêmement importantes. Et ces questions, c'est par exemple, on sait que toutes les théories du développement et toutes les théories, par exemple, sur l'investissement public, sur les finances publiques, ont été basées en grande partie sur la question de la masse monétaire en circulation. Quelle est la masse monétaire en circulation qui va donc permettre à l'État d'investir, de prévoir les investissements des ménages, des entreprises, etc. Le problème, c'est que lorsque vous entrez dans les crypto-monnaies, vous avez le Bitcoin, le Sango-coin par exemple, la question ne se pose plus. Mais si la question ne se pose plus, que devient l'investissement? Que devient l'investissement? Comment structurer l'investissement comment comprendre, pas structurer, comment comprendre ce qu'on appelle aujourd'hui l'investissement avec les crypto-monnaies. Et si nous voulons comprendre ce que c'est que l'investissement dans ce nouvel environnement, dans ce paradigme nouveau, il va falloir que nous fassions exactement ce qu'on appelle aujourd'hui le saut quantique, qui est à la fois, parce que là on a un paradigme nouveau, donc il va falloir que nous aussi, nous puissions entrer pied à pied, jouer dans ce... Or, c'est un saut quantique parce que nous entrons dans un monde que nous ne connaissons pas. Mais c'est peut-être la chose la plus intéressante, mais ce sur quoi il faut attirer l'attention du grand public, c'est l'idée que ce saut quantique est un réservoir infini d'opportunités. Opportunités économiques incroyables. Et pour ceux qui ont envie de réfléchir un peu, c'est un ensemble de questions fondamentales en économie, dans les sciences, dans la technologie, en informatique, etc., et en mathématiques, qu'il faut vraiment interroger, sur lesquelles il faudra pencher pour maîtriser l'avenir, pour maîtriser notre monde de demain. Parce que il serait dommage pour les jeunes Africains de laisser que le web. Nous sommes là au web 2.3. Aujourd'hui, ce n'est pas un secret d'État. Le Centrafrique planche sur le web.8. Donc vous voyez que ça n'a rien à voir avec le fait d'avoir les TGV ou les bombes nucléaires. Rien à voir.
Le Centrafrique, l'un des derniers États, planche sur le Web.8. À cause du Sangocoin. Parce qu'ils ont pensé depuis longtemps comment ils arriveraient au Sangocoin. Et donc, pendant que le monde entier se bat pour le Web.3, le Web.3, 3.0, ils sont au Web.8, en train de réfléchir à quoi ressemblera le monde demain. Et en train de se demander les questions de supraconductivité, comment on va les intégrer dans la nouvelle configuration économique de leur pays. C'est des questions extrêmement à la pointe sur lesquelles les pays les plus avancés ne s'interrogent que très difficilement. Mais ce pays-là est loin. Pourquoi? Parce que dans le nouveau paradigme des crypto-monnaies, vous êtes obligé de vous poser les questions les plus à la pointe en matière scientifique et technologique. Si vous ne le faites pas, vous n'allez pas vous-même bien comprendre ce que vous voulez faire. C'est pour ça que quand ils disent, même les mots deviennent différents et ça pose le problème de l'incommensurabilité. Quand vous dites banque centrale numérique pour les Centrafricains, ça n'a rien à voir avec une banque centrale. Rien du tout. Ça ressemble ni à la Banque centrale européenne, ni à la Federal Reserve Bank, rien du tout. Oui, permet que je rebondisse là-dessus. Le docteur Yam donne une précision extrêmement importante pour moi également, parce que il est clair, quand une banque centrale crée une monnaie numérique de banque centrale, elle en a le contrôle. C'est clair. Donc maintenant, dans le système, on va dire il y a les monnaies numériques de gros et les monnaies numériques de détail pour les petites transactions, et puis les monnaies numériques de gros pour entre les banques. Mais ce qu'on doit retenir, c'est que lorsque c'est une banque centrale qui a créé cette monnaie-là, elle en a tout le contrôle. C'est elle qui va dispatcher cette monnaie, n'est-ce pas, dans la sphère, n'est-ce pas, pour toutes les transactions. C'est elle qui va avoir le contrôle sur tous les portefeuilles. Oui. Le contrôle sur tous les portefeuilles signifie quoi? C'est décider de combien vous pouvez transférer. C'est décider combien vous devez payer pour transférer. C'est décider des conditions à remplir pour même faire le transfert. Pourtant, le Bitcoin est créé pour que toutes ces limitations-là soient effacées en réalité. Vous voyez? Donc, à partir du moment où il explique que la RCA n'a pas choisi de faire une banque centrale numérique comme ce que je viens de dire, parce qu'il y a des banques centrales qui ont déjà leur monnaie numérique et qui fonctionnent comme régulateur et organe central. Ça veut dire aussi que, Madame Mouto, vous pouvez avoir un portefeuille d'une banque centrale et puis un matin vous vous réveillez, on a bloqué votre portefeuille. C'est que le RCA vous comprenez? Quel que soit le montant que vous avez dedans, ça signifie... Et je ne pourrais plus entrer en possession de mon argent. Bien sûr, ça c'est très important. C'est très important. En réalité, je prends le mobile money. Oui. Le mobile money que nous utilisons, vous pouvez avoir même 10 millions dans le téléphone, et la nuit qui suit, on bloque ça. Bien sûr. Vous comprenez? Parce que c'est centralisé. Vous comprenez? Donc, le Bitcoin, c'est la liberté, c'est la vraie démocratie. Personne ne peut bloquer le portefeuille de l'autre, même si vous êtes un chef d'État. Encore moins un gouverneur de banque centrale. Et c'est en cela que c'est devenu très intéressant. Et ça, c'est révolutionnaire. Parce que l'Europe vient de commettre 5 grandes sociétés pour mettre au point l'euro numérique, parmi lesquels Amazon. Donc j'ai suivi des collègues sur des plateaux en train de piloguer là-dessus, et l'une de leurs préoccupations, c'était qu'ils étaient unanimes que la liberté sera très restreinte. C'est-à-dire que c'est la base, tout à fait. La liberté sera très restreinte. Donc la banque centrale aura tout le contrôle sur tous les portefeuilles et ils vont revenir à la case départ. Donc nous sommes vraiment, moi je suis très content. Donc ça va très vite, docteur Dumas. C'est vraiment révolutionnaire et il faut que tous ceux qui nous écoutent sachent que c'est ça. Faites attention à ça. Parce qu'il faut voir. Le Sangocoin est lancé, la banque centrale n'est pas encore là. En fait, le Sangocoin, c'est du Bitcoin contextualisé, tout ça. Et voilà une autre révolution. Tout à fait. Qui est basée sur... Et c'est adossé sur le système de paiement Bitcoin. Bitcoin, tout simplement. Et donc, on n'a pas besoin aujourd'hui
d'avoir la banque centrale numérique pour le moment, on peut ne pas l'avoir tout de suite, mais le Sango Coin, lui, il existe. Oui, parce que le Sango Coin est exactement du Bitcoin. Sauf que le Bitcoin n'a pas besoin de... Il existe sans une banque numérique. Le Bitcoin n'a pas de banque centrale numérique. Ça n'a pas de banque centrale, ça n'a aucun sens. En fait, vous dites ça à des gens qui sont dans la communauté Bitcoin pour vous demander si vous êtes tombé sur la tête. Le Sango Coin, il n'y a pas de banque centrale qui dit ce qu'il faut faire là-dedans. Sauf que, parce que l'État, lui, il a des engagements politiques de construction de la société, et lui aussi, il va donc se battre lui aussi pour être propriétaire d'une partie de tout cela, sans décider de quelle partie. Donc il est en compétition avec tout le monde. C'est décentralisé, exactement comme les entreprises vont se battre pour avoir leur Sango Coin, des particuliers pour avoir leur Sango Coin, et ça va évoluer. L'intérêt, c'est que justement, et c'est tout le génie du Centrafrique, c'est quoi? C'est que si l'État ne devient pas Bitcoiner ou Sango Coiner, il risque d'y avoir des exclus. Pourquoi? Parce que certains peuvent acheter tout ce qu'il y a comme Sango Coin disponible. Et donc l'État va faire cette banque centrale numérique qui est dans le trésor public, qui servira donc à payer les salaires. Et on va payer les salaires en Sango Coin, ce qui fait que l'État en fait prend la peine et s'arrange à irriguer tout le corps social avec ce Sango Coin pour que ce ne soit pas racheté. Parce que, je prends un exemple, les Français auraient pu dire les 21 millions de Sango Coin, on les rachète. Terminé, l'affaire est close, vous n'avez plus rien. Sauf que l'État s'arrange à ce que vous ne puissiez pas tout acheter. Et que lui-même, il en détient donc une partie et il va payer les salaires avec ça. Imaginez demain, quand le Sango Coin vaudra l'équivalent de 2-3 milliards de francs CFA aujourd'hui, ça permettra à l'État de payer les salaires en centimes ou en milliers ou en de Sango Coin. Mais avec ça, vous pourrez tout acheter jusqu'au piment parce qu'on a 100 millions d'unités. Et tout cela demande quelque chose d'extrêmement important qui est une interpellation à la jeunesse africaine. C'est ce que dit le président Touadéra. À dire, jeunes gens, vous avez la base technologique qu'il nous faut, aller maîtriser cette base technologique. Le Centrafrique a déjà sa propre blockchain. Allez vous assurer, parce que ça aussi c'est quelque chose d'extrêmement important, ils ne dépendent pas de la blockchain de notre pays. Donc allez vous assurer de maîtriser cela, et en maîtrisant cela, c'est toute l'Afrique que vous portez. Allez étudier ces questions, et en les étudiant, vous maîtrisez, c'est toute l'Afrique que vous portez. Et du coup, là où nous sommes là, en fait, madame, nous avons aujourd'hui en Afrique une lame de fond révolutionnaire qui est extraordinaire. Je crois que dans 300, 500 000 ans, les historiens se demanderont qu'est-ce qui s'est produit en Afrique à partir des années 2000, mettons 2020. Oui. Parce que vous avez d'un côté des révolutions de type politique qui redistribuent les cartes et restituent aux Africains la souveraineté sur leur pays. Vous avez d'un côté, donc de d'autre côté, vous avez une révolution scientifique et technologique qui a pour visage la révolution monétaire et qui restitue aux Africains l'initiative historique, qui restitue aux Africains le redémarrage des forces productives. C'est comme ça qu'on appelle ça dans l'histoire, les forces productives. Et donc, on est dans une situation où le monde se demande de quoi parlent les Africains. Mais les Africains parlent d'une chose qui leur apporte leur souveraineté et leur liberté. Les crypto-monnaies aujourd'hui, le Bitcoin en tout cas, et là, on a pu en extraire le Sango Coin. Il vous a dit que c'est une technologie. Le Bitcoin, c'est d'abord une technologie. Il ne vous a pas dit que c'était un produit. C'est une technologie d'abord. Et donc, on en a pu en tirer le Sango Coin, c'est que c'était une innovation parce qu'on ne savait pas qu'on pourrait faire ce genre de choses. Le Centrafrique l'a fait. Et grâce à ça, la façon dont on regarde l'avenir aujourd'hui est telle que les gens sont assurés de leur souveraineté. Vous n'allez plus nous imposer une masse monétaire particulière. Vous n'allez plus vous accaparer de nos revenus d'exportation. La corruption, parce que voilà les choses qu'on ne dit pas suffisamment quand vous demandez quel peut être l'apport dans le domaine économique de la France. Il n'y a plus de corruption possible. Avec la crypto. Comment vous allez faire?
La raison pour laquelle la corruption est possible avec la monnaie fiat, c'est que personne ne sait que j'ai les sacs de monnaie dans mon plafond. Mais avec le Bitcoin, si vous avez un Sango Coin, on le sait. Vous ne pouvez pas corrompre quelqu'un avec ça parce qu'il n'y a pas de possibilité de faire des dessous de table. C'est pas possible. Un. Et deux, comme le système est toujours accompagné par une plateforme de tokenisation et de NFT, ça fait que en réalité toutes les transactions, par exemple sur le foncier, sur les terres, les achats et de terrain, les immatriculations de terrain, tout ça est transparent. Vous ne pouvez donc plus aller voler les terres des gens. Il n'y a plus de corruption possible. Voilà les éléments essentiels liés aux crypto-monnaies qui ne peuvent fonctionner que dans une plateforme nationale. Et c'est là la grande innovation du Centrafrique. C'est-à-dire que une crypto-monnaie n'est pas seulement quelque chose qui va être mis dans le Forex, par exemple. Tous ceux qui ont créé les crypto-monnaies avant, c'est ce qu'ils ont fait. Le Centrafrique en a fait un élément d'une plateforme nationale de gestion, une plateforme de gestion nationale du pays et de développement du pays. C'est quelque chose d'incroyable. C'est une innovation extraordinaire qui nous interpelle et qui nous montre qu'en nous engageant dans cette voie-là, la question du développement économique de l'Afrique et du développement de l'Afrique en général, nous pouvons le résoudre pour autant que nous nous appuyons sur les experts qui existent aujourd'hui et surtout que nous formions une armée immense, innombrable d'experts dans les domaines, dans tous les domaines connexes et dans le nouveau paradigme scientifique et technologique qu'ouvrent les crypto-monnaies. Merci, docteur Ndouma. Quelque chose à ajouter? Oui. Alors, au moment où nous acheminons de plus en plus vers la réglementation des crypto-monnaies, même dans l'espace de la CEMAC, vous avez suivi la COSUMAF récemment a avancé dans ce sens-là. Il est important de relever qu'ici, il y a deux choses essentielles. Ce qu'on a surtout reproché au système classique bancaire et financier, c'est qu'il y a un intermédiaire qui décide de tout, qui décide du sort des gens qui en réalité sont les vrais propriétaires de leur argent et sans état d'âme. Donc ici, il faut faire aussi attention. On a deux niveaux et vraiment le concept de la RCA, au fur et à mesure que le docteur Yam le décline, m'amène à attirer l'attention de ceux qui nous suivent sur deux éléments. Nous avons les plateformes centralisées. Dès que vous entendez plateforme centralisée, sachez que c'est un individu qui décide. Cet individu peut être une personne morale, mais c'est un individu. Dès que c'est centralisé, c'est un individu. Parce que la décentralisation est l'essence même du Bitcoin et de la blockchain. Mais aujourd'hui, de plus en plus, les gens utilisent la blockchain alors que c'est un système centralisé de prise de décision qu'ils ont. Vous comprenez? Oui. C'est pour ça que j'ai fait allusion à la réglementation même qui est en train de voilà. Donc, contradiction flagrante avec le... Donc, la décentralisation permet que ce soit la majorité de ce qu'on appelle les nœuds, c'est-à-dire la majorité des acteurs qui ont les intérêts, qui décident d'une transaction ou pas, et pas un individu. Mais quand c'est un État, il doit avoir le droit d'avoir un droit de regard. Un droit de regard. Un État ne doit pas suspendre votre compte. Un État ne doit pas interdire une transaction entre nous deux, parce que c'est un État, encore moins une banque centrale. Donc, si nous parlons de système décentralisé, c'est que dans cette décentralisation-là, tous les acteurs, toutes les parties prenantes décident de la validation des transactions. Et toutes ces informations restent disponibles pour tout le monde. Elles sont consultables, elles sont traçables. Maintenant, quand c'est un État, comme c'est crypté, l'État peut ne pas permettre que tout le monde ait accès à l'information. Mais s'il y a un problème, on met l'information à nu et l'État peut donc engager des actions. Parce que quand on dit réglementation, il faut aussi sanctionner. Oui. S'il y a des choses qui ne marchent pas, il faut sanctionner. Donc, nous sommes tout à fait d'accord là-dessus. C'est pour ça que je voulais insister sur le fait que il faut vraiment faire attention avec les plateformes centralisées parce qu'elles fonctionnent comme toute entreprise. Le patron peut décider à tout moment de punir, de sanctionner. Voilà, parce que c'est comme ça que le système centralisé fonctionne. Les plateformes décentralisées, comme l'exemple de Sango Coin, ce sont ces plateformes-là qui
continue de perpétuer l'essence même du Bitcoin. C'est-à-dire que nous qui avons notre argent, nous voulons faire nos transactions, c'est nous, majoritairement, qui décidons de ce que la transaction va marcher ou pas. Personne ne peut suspendre votre compte sur Bitcoin. Il va faire comment? Si ceux qui ont même inventé la technologie sont restés anonymes jusqu'à aujourd'hui, il y en a qui vous disent que si on les avait connus, on les aurait tués depuis. Le système n'aurait pas abouti. Donc, comme c'est un système ouvert et qu'on ne sait pas qui l'a inventé, personne ne peut l'influencer. Et donc, c'est ça l'idéal dans les crypto-monnaies. On reste avec vous, docteur Ndouma. Les crypto-monnaies peuvent-elles constituer une véritable menace pour le franc CFA dans les années à venir? Oui, les crypto-monnaies pour les espaces qui utilisent le franc CFA doivent être adoptées immédiatement. Immédiatement, comme la RCA l'a fait. Et en le faisant, non seulement on va pallier au manquement opérationnel quotidien du franc CFA, la restriction de la masse monétaire, le fait que les billets sont devenus rares, on ne voit même plus de pièces, le fait qu'on ne peut pas faire des micro-paiements, donc tout ça, ça crée des tensions, etc. Vous voyez, et c'est fait exprès. Donc avec la crypto-monnaie, qui est spécialisée aussi pour les micro-paiements, c'est-à-dire divisible jusqu'à peut-être 8 chiffres après le 0, etc., vous n'avez pas ce problème-là. Les crypto-monnaies remplacent le franc CFA parce que, premièrement, avec les crypto-monnaies, vous n'avez plus besoin de prendre la permission au niveau de la France pour faire une transaction. Vous n'avez plus besoin d'attendre qu'on vous donne une autorisation pour faire un transfert. Vous n'avez pas besoin une opération entre deux individus, un à l'étranger, un ici. Vous avez pratiquement 4 banques qui interviennent. Vous avez les 2 banques des personnes qui font la transaction, et entre ces 2 banques, vous avez les 2 banques centrales des différentes zones, n'est-ce pas, liées à la transaction. Vous en avez 4, ce qui justifie généralement la longue durée des transactions, le coût des transactions, la limite des montants à transférer. Mais vous vous rendez compte, Madame Mouto, si j'ai une facture de 100 millions de francs à payer aujourd'hui au Japon, ok, il doit le faire en francs CFA. Mais pour avoir l'autorisation, ça peut me prendre 1 mois et demi. Avec un peu de chance. Avec un peu de chance, si j'aurai l'autorisation. Oui. Alors, et pendant ce temps, que fait mon fournisseur? Il va attendre qu'un jour je lui envoie de l'argent, etc. Vous voyez, il y a tellement de choses comme ça. Et j'ai pris 100 millions. Ça pouvait être des montants plus bas. Vous voyez? Donc, les transferts, même pour envoyer 2-3 millions à quelqu'un, même dans cette zone, on va vous dire de saucissonner le montant parce que vous n'avez pas le droit d'avoir, avec des coûts élevés de transfert. Donc, il y a toutes ces tracasseries-là qui font que on ne peut pas véritablement se concentrer sur l'activité économique en tant que telle. On est tout le temps en train de rencontrer des entraves qui peuvent justifier que 60 ans après, 100 ans après, on revient toujours à la case départ. Parce que nous ne pouvons pas parler de développement économique sans transformation. On ne peut pas parler de développement économique sans industrialisation, sans création de valeur ajoutée. Donc, et pour le faire, il faut des infrastructures dignes de ce nom. Ça veut dire qu'il faut lever des ressources longues. Les ressources longues, c'est donc des montants importants pour des durées aussi importantes, parce que les banques commerciales ne peuvent même pas donner ces ressources-là. Il faut passer par le FMI, etc., avec tout ce que ça coûte, n'est-ce pas? Et il faut donc pouvoir avoir les moyens de créer ces infrastructures. Si vous voulez financer l'agriculture, il faut beaucoup de moyens, d'accord? Dès que vous avez pu le faire, maintenant vous pouvez commencer à récolter. Si vous voulez transformer ce que vous avez récolté, il faut des engins, il faut des machines, il faut pour que vous le fassiez sur place, etc. Donc, vous voyez que avec les crypto-monnaies, on peut
véritablement, à travers les systèmes comme les ICO ou la tokenisation, n'est-ce pas, créer des ressources, n'est-ce pas, générer des ressources financières qui vont permettre qu'on commence à financer un certain nombre d'opérations qui vont donc catalyser notre développement économique et que on se passe de ce torchon qui est le franc CFA. C'est une monnaie naziste, on l'a déjà suffisamment démontré. Docteur Yam, est-ce que vous partagez cet avis du docteur Nouma? Mais écoutez, je la partage pas seulement, je l'encourage. Je vais vous dire, la première fois qu'un pays s'est intéressé de façon officielle au Bitcoin, c'était pour réduire les coûts de transaction des transferts d'argent. Et c'était le Salvador, qui a une forte diaspora aux États-Unis et qui s'était rendu compte que les opérateurs des transferts retenaient entre 12 et parfois jusqu'à 24%. Donc, si vous devez envoyer 1000 francs CFA et que la personne qui transfère tout cet argent prend 250 francs CFA, en fait, vous avez travaillé pour cette personne. Donc, ils ont décidé d'adopter le Bitcoin, mais dans ce cadre précis pour les transferts d'argent. Le Centrafrique a cette disposition également dans la loi d'avril 2022 qui fait du Bitcoin la monnaie de référence de ce pays-là. Mais, vous savez, le franc CFA, c'est une calamité. C'est un scandale, le franc CFA, c'est du terrorisme économique. Hein. C'est du terrorisme économique. Je ne sais pas si on peut trouver un qualificatif différent de celui-là. Le franc CFA, c'est du terrorisme pur et simple. Donc, il faudrait aujourd'hui qu'on mette fin à cette affaire. Certains parmi nous en appellent à cela depuis 2009, mais bien après des aînés et des devanciers comme les Oumyobé, les Osende Afana, les Nicolas Boou, les Sylvanus Olympio, etc., etc. Ils sont très nombreux. Et parce que les méfaits du franc CFA, quand on les connaît, on peut comprendre pour quelles raisons on encourage l'adoption du Bitcoin, qui est une monnaie. Et là, le docteur Nouma vous disait clairement que les autres crypto-monnaies, ce sont des crypto-actifs parce que ce sont des propriétés d'entreprises ou de banques centrales, et que la seule monnaie qui n'est la propriété de personne, ou les seuls, peut-être qu'on dira désormais, il y en a deux, c'est-à-dire le Bitcoin et le Sangocoin. Ce n'est pas quelque chose qui est contrôlé par une banque centrale, si vous voulez, par une autorité centrale. C'est quelque chose qui est mis sur le marché et qui est disponible et qui est décentralisé. Tout le monde peut y accéder. Le franc CFA, c'est la confiscation des revenus d'exportation des pays qui l'utilisent par la France. Confiscation de leurs revenus d'exportation par la France. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que quand vous prenez un pays comme le Mali, quand je prends le Mali, prenez un pays comme le Cameroun. Si vous prenez un pays comme le Cameroun, si le Cameroun, supposons, je parle de manière hypothétique, supposons que un mètre cube de bois coûte 1 million de francs CFA. Si le Cameroun exporte l'équivalent, disons 1000 mètres cubes de bois, ça veut dire que le Cameroun va exporter pour 1 milliard. 500 millions vont atterrir dans le compte d'opération du Trésor français. 500 millions. Donc, on va venir raser votre village. On rase votre village, on casse, on pollue les routes, on pollue tous les sols avec de l'essence, avec de l'huile moteur, avec tout ça. C'est-à-dire que pendant 30 ans, vous ne pouvez plus faire de l'agriculture dans votre village. On rase tout ça. Il n'y a même plus d'arbres. La forêt, une zone forestière devient du désert. On rase ça et au bout de 20 ans, on est parti. On vous dit, bon, voilà votre village, c'est quelque chose d'inhabitable. Tous les ans, cet argent-là, vous ne le recevez pas. Le Cameroun ne le reçoit pas. Donc, si le Cameroun avait exporté autant, 50% serait donné aux Français dans leur compte d'opération. Et eux, ils vont mettre ça dans leur budget pour payer, je vous l'ai dit, des chômeurs, des types qui foutent rien. Et les autres 50%, on ne vous les remet même pas. Après, on vous dit, il y a les taxes, il y a les frais, il y a les...
Tout ça va se monter entre 15, va représenter entre 15 et 35%. Du coup, vous risquez de vous retrouver avec 15% du milliard, c'est-à-dire 150 millions, s'ils décident que les frais et les taxes sont montés jusqu'à 85% avec ce qui est ce qui doit rester dans le compte d'opération. Donc, en réalité, vous travaillez pour rien. On pille votre pays, tout simplement. C'est-à-dire que les gens ramassent ce qu'il y a chez vous, ils ne vous donnent pas un franc. Ils écrivent là que oui, le Cameroun a exporté du bois pour 1 milliard, on écrit. Vous ne recevez rien du tout. Alors que quand on coupe le même bois en Indonésie, d'ailleurs, avant que ça ne sorte de l'Indonésie, on paye cet argent aux Indonésiens. D'abord, avant même que ça ne sorte du port. Autre chose. C'est le premier problème. Le deuxième, on va vous dire, oui, il y a ce qu'on appelle la parité fixe, mais pour qu'on vous accorde cette parité fixe avec l'euro, il faut qu'on s'assure, que vous ayez votre argent dans le compte d'opération, et donc, ça va permettre qu'il y ait donc une certaine convertibilité du franc CFA. Mais le franc CFA n'est pas converti, vous ne pouvez pas acheter un café en France avec ça, vous ne pouvez pas aller avec ça dans un supermarché en France, et on vous dit que c'est une libre convertibilité grâce à la garantie de la France qu'elle va chercher là-bas à la Banque Centrale Européenne. Vous ne pouvez pas acheter une baguette de pain, puisque c'est l'un des produits emblématiques des Français. Vous ne pouvez pas acheter une baguette de pain en France avec le franc CFA. C'est impossible. Pourquoi? Parce que ce n'est pas une monnaie ne se gère pas dans un trésor, ça dans un service du trésor. Ça se gère dans une banque centrale. Un bon du trésor ne s'utilise pas en supermarché. Ce n'est pas possible. Il ne faut pas ça. Donc, vous avez ce deuxième problème. Sauf que la question, ça cache quelque chose de très grave. La parité fixe et donc cette garantie de la supposée de la France qu'elle n'a jamais exercée. La seule fois où on a demandé qu'elle fasse jouer cette garantie-là, qui consiste à dire que si vous n'avez plus de réserve de change, nous on va vous avancer de l'argent. C'était en 1993, ils n'ont jamais fait ça et on s'est retrouvé dans une dévaluation parce que la France réglait un problème avec l'Allemagne. La conséquence, c'est qu'un pays, une ville comme Douala a connu au minimum 10 000 suicides, probablement autant de dépressions, peut-être 5 fois plus en termes de mariages qui se sont cassés. Vous n'imaginez pas la détresse sociale et économique qu'il y a eu dans ce pays pendant les années 90. Les gens voient cette ville, elle est pauvre, elle est sale. Ils ont l'impression que c'est parce que les habitants de la ville de Douala sont des idiots. Mais c'est à cause de la dévaluation en 1993 qu'on s'est retrouvé là. Ça a bloqué notre pays. Ça a bloqué tous les pays où on utilise le franc CFA. Et ça a provoqué les guerres. Toutes les guerres qu'il y a dans nos pays sont liées à cette affaire du franc CFA. Toutes les guerres que vous voyez dans les pays, Cameroun, Mali, Burkina, l'autre pays, là, le Congo, Brazzaville, pas RDC. Oui. Tout ça, la Centrafrique, c'est comme on dit le Centrafrique, tout ça est lié au franc CFA. Et donc, cela signifie quoi cette histoire de parité? Il y a quelque chose derrière qui est très grave. Ça veut dire que c'est la France qui décide, plus c'est elle qui garantit votre affaire. C'est elle qui va donc décider avec qui vous faites du commerce, à qui vous achetez, combien vous achetez, ce que vous achetez, l'envergure de votre développement, le contenu de votre développement. Quand est-ce que vous allez vous développer? Vous voulez acheter quelque chose, c'est la France qui décide. Pourquoi? Parce que tout à l'heure vous parlez du Japon. Si vous envoyez 100 millions de francs CFA au Japon, si la France refuse, dit qu'elle ne veut pas racheter les 100 millions de francs CFA, donc c'est parce que le Japon n'a rien à faire avec ça. Si la France dit qu'elle n'achète pas, vous ne pouvez pas faire de transaction. C'est pour ça qu'il vous faut l'autorisation de la France pour acheter, pour faire du commerce, pour vous développer, pour faire tout ce que vous voulez faire. Même pour construire une école, il faut que la France dise oui. Si elle n'est pas d'accord, vous ne construisez rien. Chaque fois, de toute façon, que vous achetez le piment au bord de la route, la France ramasse une commission dessus. Si vous faites une transaction avec 50 francs CFA, avec 1 franc CFA, la France a une commission dessus. C'est ce que ça veut dire, cette histoire de franc CFA. Donc, vous travaillez pour que la France bouffe, pour qu'elle vive bien. Et c'est tellement bizarre parce que on a l'impression que le monde est beau. Et tous nos grands économistes disent que non, mais ça nous apporte la stabilité. Qui vous a dit qu'on a besoin de stabilité? Tous les jours ont 12 heures. Tous les palmiers que vous voyez au bord de la route, ils ont la même taille. Les doigts ont la même taille. Qui vous a dit qu'on a besoin de stabilité? On a besoin d'avoir la même taille, des choses comme ça. On a besoin de laisser la nature s'exprimer, la créativité, etc. Donc, c'est toutes ces choses-là. Et vous comprenez d'où vient la corruption. La corruption vient du fait que comme vous n'avez que 15% de masse monétaire, et que vous avez peut-être 10 à 15% qui correspondent très bien à ce que je vous ai dit, vos revenus d'exportation. Donc, le peu de revenus d'exportation qu'on laisse entrer dans votre pays, là,
ça permet d'entretenir l'élite qui va donc s'assurer de mater la population et de s'assurer que les gens travaillent dans le calme, produisent dans le calme. Et la France peut continuer à percevoir ces 50% de vos revenus d'exportation. Du coup, c'est une élite corrompue puisqu'elle n'a aucun objectif de développement, elle n'a aucun objectif politique. Ça devient une élite corrompue, une élite incapable de se projeter, une élite qui n'a aucune vision. Puisqu'elle n'en a pas besoin, elle va avoir une vision, elle va implémenter la vision avec quoi? Donc on lui donne un peu et on va lui dire de vivre comme si elle était européanisée. Donc elle devient les grands seigneurs. C'est les grands seigneurs. D'ailleurs, se font tous appeler les grands seigneurs. Vous constatez qu'au Cameroun, tous sont devenus des chefs traditionnels d'ailleurs. Et ils jouent aux grands seigneurs alors que le pays est dans la misère la plus abjecte. Voilà les méfaits du franc CFA. Est-ce que nous allons nous mettre à couper les têtes de nos compatriotes parce que, évidemment, ils ne font pas leur travail, il y a plein de choses qu'on peut leur reprocher, mais de manière fondamentale et structurelle, voilà les raisons profondes pour lesquelles nos pays sont pauvres. Et du coup, quand vous avez fait ce constat, quelle est la question, quelle est vous-même la réponse que vous donnez à votre question? Elle est évidente. D'un côté, on a le franc CFA, quelqu'un en décide. De l'autre, on a le bitcoin, personne n'en décide. Je fais quoi? Donc, je prends le bitcoin parce qu'il m'assure d'avoir la totalité de mes revenus d'exportation et donc de pouvoir, si aujourd'hui, tout le bois du Cameroun, le pétrole du Cameroun, la banane du Cameroun, etc., le coton du Cameroun, si tout ça était payé en bitcoin, le Cameroun recevrait la totalité de ses revenus d'exportation et le Cameroun investirait tout cela. Je vous prends, l'ordre de grandeur est tel que un pays comme le Cameroun se retrouverait avec 5 à 6 fois, entre 5 et 7 fois plus de ressources, plus de capacité d'investissement. On aurait un budget d'investissement qui devrait représenter peut-être 7 fois plus que ce que nous avons si on utilisait le bitcoin. Sauf que nous ne pouvons pas l'avoir parce que malheureusement nous sommes plantés là dans le franc CFA qui est simplement comme une sangsue qui suce notre sang et qui nous empêche d'avancer. Merci, docteur Yam. Mais, docteur Douma, est-ce que les économies africaines sont-elles prêtes à faire face à la crypto-monnaie? Est-ce que les conditions sont-elles réunies pour faire face à la crypto-monnaie? Les conditions sont réunies. Le Bitcoin est créé en 2009. Ça fait combien d'années? En 2009. Et je vous disais qu'aujourd'hui, on a plus de 21 000 crypto-monnaies sur le marché. Et toutes les crypto-monnaies ne sont pas cotées sur cette bourse-là. Donc, ce n'est pas une question de est-ce que les États sont même prêts. Ça, il faut le faire. Il faut le faire. C'est même facile à faire. D'après tout ce que nous avons déjà dit ici. Je voulais ajouter 2 petites choses par rapport à ce que le docteur a dit. Il a évoqué l'instabilité, etc. Ça, c'est très important. Quand la France veut financer ses terroristes dans la zone CFA, la France leur donne quoi? Ce sont les CFA, non? Ils tournent le machin, on leur envoie les mallettes et tout ça. Vous voyez? Et lorsque on parle des sanctions, si on veut prendre des sanctions, comme on a vu avec le Mali, etc., parmi les premières sanctions, il y a quoi? On gèle vos avoirs à la banque centrale, n'est-ce pas? On empêche que vous fassiez des transferts par le système SWIFT. Donc, avec la crypto-monnaie, vous voyez, on va geler quoi? On va commencer par où pour geler? On va vous empêcher de faire quel transfert? Vous n'avez pas besoin du système SWIFT. Du tout. Parce que le système en lui-même est déjà un système international de transfert sécurisé. Les fameux nœuds, oui. Voilà. Donc, il y a tellement d'avantages, mais nous avons relevé aussi qu'il faut faire attention parce qu'il y a un certain nombre de risques qu'il faut voir. C'est pour ça que nous sommes sur les plateaux, sur vos invitations, pour dire à ces décideurs, c'est une bonne chose, certes, mais il faut qu'on vous accompagne. Il faut suivre, parfois ils sont mal entourés, ces décideurs-là, et nous pouvons leur dire, écoutez, à tel niveau, il faut faire attention, est-ce qu'on s'est rassuré qu'il y a eu telle ou telle chose qu'on a faite pour que ce soit mis en place. La solution, ce sont les crypto-monnaies aujourd'hui, parce que nous avons trop souffert du fait qu'on n'a pas de monnaie, et l'un des leviers de souveraineté majeur qu'un pays doit avoir. Si vous n'avez pas de monnaie, vous ne pouvez pas avoir une armée digne de ce nom, vous ne pouvez pas avoir une justice digne de ce nom, et vous allez avoir des gens corrompus partout, et donc à tout moment on peut vous déstabiliser.
Donc, la solution, c'est de Voilà, pouvoir... pour sortir, parce que le temps nous tient déjà à la gorge, Dr Yam. Que doivent faire les pays africains pour suivre l'exemple de la République centrafricaine et se lancer dans la crypto-monnaie? C'est qu'a fait la République centrafricaine, c'est tout. Et votre question, la question posée au docteur Ndouma, elle est très intéressante parce que c'est le pays considéré comme le dernier dans le monde, ou l'avant-dernier. Oui, l'avant-dernier d'après les classements. Considéré d'après les critères des Occidentaux. Oui. C'est ce pays-là qui vient de lancer la révolution la plus à la pointe dans ce domaine. Oui. Comme pour dire aux autres pays africains, quand même, mais qu'il n'y a rien à faire. Levez-vous, vous dormez. En fait, on peut lancer aujourd'hui, madame. Est-ce que vous savez que dans ce pays, c'est votre pays, le Cameroun, vous savez qu'il y a des villages où on n'a jamais vu le franc CFA? Il y a des villages dans ce pays, le franc CFA existe depuis 1945. Ils n'ont jamais vu le franc CFA. Dans ce pays. Ils vivent. Les Européens, quand ils ont lancé l'euro en 99, ils ont pris 3 ans pour former les Européens là, qui se moquent tout le temps des Africains. 3 ans pour les former à l'utilisation de l'euro. Ça prendra le temps que ça va prendre. Mais on va y arriver. En fait, il faut se lever et faire, tout simplement. On est prêt. Être prêt ne veut pas dire que vous avez toute l'infrastructure qu'il vous faut. Être prêt, ça veut dire que vous prenez la décision d'avancer. Si aujourd'hui... Il faut que les conditions soient... Il n'y a aucune condition. La seule condition pour être prêt dans la vie, en quoi que ce soit, c'est de décider de faire la chose. C'est tout. Il n'y a rien d'autre. Pour venir à cette émission, vous étiez prête pourquoi? Vous croyez que vous étiez prête parce qu'il y a un studio et tout ça? C'est parce que vous avez pris la décision de présenter l'émission. Si vous n'aviez pas pris cette décision-là, il n'y aurait pas eu d'émission. On aurait pu mettre ici le studio de CNN plus toutes les plus grandes chaînes de télé du monde. Il n'y aurait pas eu émission. Mais c'est parce que vous avez pris la décision de venir présenter cette émission que nous sommes là. Donc la première chose qu'il faut faire, la seule condition pour avancer, pour que ça se fasse, on fait comme le Centrafrique, une loi. Et c'est ce qu'ils ont fait, une simple loi, et aujourd'hui les voilà qui avancent. Donc nous devons nous lever et les suivre, c'est tout. Ayons l'humilité d'accepter que le petit poussin est devenu est devenu le héros, donc le porteur de lumière. Il n'y a aucun mal à accepter ça. Docteur Ndouma, quelque chose à dire par rapport à cette dernière question? Oui, l'Afrique doit s'inspirer de ce que les autres font aussi. Parce que nous parlons des crypto-monnaies au niveau de l'Afrique, mais dans le monde entier, les crypto-monnaies sont une préoccupation majeure. Quand les États-Unis et leur laquais, l'Union européenne, ont pris des sanctions contre la Russie, dans le cadre du conflit russo-ukrainien, les contre-sanctions au niveau de la Russie, c'était aussi les crypto-monnaies. Renforcer les réserves en Bitcoin, utiliser le système parallèle de transfert qu'ils avaient déjà mis en place. Le volume de transactions en Bitcoin a explosé, même en Ukraine. Vous comprenez? Donc, nous disons que l'Afrique est très prête et il ne faut pas seulement qu'elle soit en retard. Parce que la Banque des règlements internationaux, qui est la banque des banques centrales digne de ce nom au monde, a fait une étude qui ne date pas d'1 an, et qui a révélé que 91% des banques centrales ont déjà des études qui ont été menées dans la création des crypto-monnaies. Et certaines en ont créé, même on n'en parle pas. Donc, les Africains qui n'ont pas encore fait ça sont déjà en retard. Mais, grand frère, qu'est-ce qu'on dit? Pour sortir, docteur... C'est ce que John Lennon disait. Yeah. Le futur, c'était hier. Voilà. Aujourd'hui, nous sommes déjà en retard. Tout à fait. Voilà, mesdames, messieurs, c'est ici que s'achève cette édition du grand débat économique de ce 9 octobre 2022. Docteur Ndouma, merci d'avoir participé à cette émission. C'est moi qui vous remercie. Vos analyses. Merci.